bienvenue pour votre grand débat sur le plateau de Village Semences au Salon international de l'agriculture. Aujourd'hui, eh bien, nous allons parler de réformes en plan, nous allons parler de Green Deal, nous allons parler de Farm to Fork. Bref, nous allons parler des ambitions et surtout des objectifs pour l'agriculture européenne. Et avec nos invités, nous essaierons de nous projeter dans un futur pas si lointain. Mais avant cela, je reçois sur ce plateau Janusz Wojciechowski, monsieur le commissaire européen à l'agriculture. Merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur de venir sur ce plateau. Je voudrais qu'avec vous, que vous nous fassiez partager votre vision et votre ambition pour l'agriculture européenne. Thank you very much for invitation. Thank you very much for organizing this great debate about the future of European agriculture. We are at the crucial time for the future of the European agriculture. We are at the beginning new period of the common agriculture policy. We are at the beginning of the reform common agriculture policy. But first of all, we are in an extraordinary situation generally in Europe, because we are after 2 years very heavy COVID-19 experience, which was affecting a lot of areas of our life, including agriculture. First of all, thank you for all farmers in the European Union, including the French farmers, for food security for Europe during this very difficult time. This is great success of our farmers. Also the success of the common agriculture policy. We have now the 60th anniversary of the common agriculture policy, which is successful policy and ensuring the food security in Europe. We have a lot of lessons from the COVID-19 crisis. Now we have the much more horrible situation in generally in Europe, the war close to EU borders, close to my home country Poland borders, the Russian aggression against Ukraine. This is the human tragedy. We support very much Ukraine, which fight for its independence and fight for security of whole Europe. We support them. The system of sanctions is necessary in this situation. Of course, this is also the impact for the situation of agriculture, for our farmers, the problem for trade, for export, import. We need to analyze the situation tomorrow we will discuss in the European Commission meeting, in the Agri-Fish meeting, Council meeting about the situation. But first of all, we need to ensure the food security for the future generations. This is the main idea of the common agriculture policy reform. Sustainability, more sustainable agriculture production. This is a condition for the food security in the future, for the future generations. Farm to fork strategy, this is a strategy to reduce the distance from farm to fork. First of all, more orientation for the local production, for the local processing industry, more protection for the small and medium-sized farmers, who are also very important. We need all types of farms across the European Union. A lot of challenges we have in front of us, and now we are at a very important phase of the reform, which is strategic plans. We received the 20. We are waiting for two strategic plans, but the majority of member states submitted their strategic plans, including France. Now we, in the European Commission, we analyze these strategic plans, and we will approve them before the end of June this year. This is very important for farmers to have the clear vision of their future. Thank you again for organizing this debate. We need discussion about the future of our agriculture.
including this extraordinary situation which we have now. Thank you. I wish you the successful and fruitful debate. All the best for the French farmers. Alors moi je voudrais vous poser encore une question si vous le permettez. Quelle est l'ambition pour l'Europe aujourd'hui? Quels sont les moyens pour l'Europe? The main ambition for Europe is, I think, to make our agriculture more friendly for environment, for climate, for animal welfare, but at the same time to make agriculture policy more friendly for our farmers. We need introducing the new agriculture policy. We need to incentivize our farmers. We need to encourage them. We need to give them new opportunities, not to force them to higher standards. And also the ambition, the challenge is to incentivize, to find the good solution, how to incentivize, how to encourage young people to be a farmer, because without the generational renewal, we will be not able to ensure food security. Generational renewal is also very important. Et y aura-t-il une place importante pour la recherche, pour les scientists? Of course, research and innovation, this is very important. We need new technologies. We need to support farmers. For example, the carbon farming, which is the priority of the French presidency. We need scientific knowledge, scientific evidence, what kind of practices are better for environment, for water management, for the better quality of soil. This is we have 9 billion euro in program Horizon Europe for research and innovation in agriculture area, and this is very important to have research and innovation, but also that which have the practical use, because there is very important to research innovation in synergy with the farmers' practices. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le commissaire. Dziękuję. Et puis, je vais vous laisser retrouver le salon de l'agriculture et continuer votre découverte de la plus grande ferme de France, mais aussi d'Europe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et alors, maintenant, je vous propose de retrouver nos invités sur ce plateau pour continuer le débat sur l'ambition européenne pour la France notamment. Alors, mes invités, Arnaud Rousseau, bonjour. Bonjour. Arnaud, vous êtes le premier vice-président de la FNSEA. En face de vous, Jean-Baptiste Moreau, bonjour. Monsieur le député La République En Marche de la Creuse et aussi agriculteur. Éleveur. Donc en clair, voilà. Vache allaitante, oui. Donc vous savez bien de quoi vous parlez quand vous parlez d'agriculture. À peu près. Pierre Pagès, vice-président de SEMAE. Bonjour. Bonjour Pierre. Bernard Ader, vous êtes président de la commission Europe à la coopération agricole, donc vous passez votre temps entre la France et Bruxelles, quoi, c'est à peu près ça l'idée? Oui, à peu près ça, et vice-président du COGECA. Et Philippe Duclos, vous êtes directeur adjoint de la direction de la performance économique et environnementale, vous nous expliquerez ce que c'est tout à l'heure. Moi, je voudrais qu'on poursuive ce qui a été dit il y a quelques instants avec le commissaire européen. On a beaucoup de bonnes intentions, mais est-ce que, une fois que les bonnes intentions, une fois que les discours sont faits, qu'est-ce qu'il en reste? Bernard Ader. Oui, je crois que vous avez lâché le mot, ce sont de bonnes intentions. Et maintenant, il va falloir le passer à l'action. Et ces actions-là, vous l'avez entendu comme moi-même, en fait, tout est ouvert, mais rien n'est proposé. Ayez des bonnes idées. Ça s'arrête là. Et 2035, pour le premier step qu'on a à passer, c'est tout prêt. Je crois qu'il faut qu'on passe maintenant au domaine de l'action et arrêter les incantations, le dogmatisme face au pragmatisme. Même chose, Jean-Baptiste Moreau, on passe des bonnes paroles, des intentions à la pratique. Oui, il y a un enjeu fort aujourd'hui au niveau de l'agriculture française et de l'agriculture européenne, c'est la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, ça semble être un mot... il y a 20 ans, on aurait parlé de ça, on aurait dit non mais c'est bon, on est en surproduction, tout va bien, on exporte largement.
C'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a un certain nombre de productions où on n'est plus autonome au niveau français, au niveau européen. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus. Il faut opérer la transition agroécologique, c'est une évidence, c'est une demande sociétale forte partout en Europe, mais elle ne doit pas se faire au détriment de la souveraineté alimentaire. Donc on doit pouvoir la faire, mais dans un pas de temps qui est compatible avec l'évolution scientifique qui va nous permettre d'aller vers cette transition agroécologique avec une diminution sans doute de l'utilisation des produits phytosanitaires, avec de l'innovation, que ce soit au niveau de la robotique, de la mécanique et de la génétique, mais dans un pas de temps qui est compatible avec une préservation de la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire des rendements qui conservent une certaine hauteur, parce qu'on voit bien depuis quelques jours que ça va être un enjeu des mois et des années qui viennent, puisqu'on sait très bien le rôle géopolitique que joue aussi la production alimentaire. Et donc il est hors de question que l'Europe se soumette à d'autres États ou à d'autres ensembles géographiques pour son alimentation. Arnaud Rousseau, est-ce qu'il se passe en ce moment entre la Russie et l'Ukraine, est-ce que ça va nous amener à changer nos priorités? Et en tout cas, moi je fais le constat que depuis quelques jours, on a retrouvé finalement ce qui est fondamental quand on est dans une situation de crise, c'est se nourrir, se soigner et se protéger. Et que finalement tout le reste devient annexe quand on est dans la situation dans laquelle on est. Et oui, évidemment, c'est une nouvelle donne qui s'adresse à nous. D'abord parce que nous sommes tous sidérés de ce qui s'est passé. Personne n'imaginait il y a encore quelques semaines, même si on voyait les tensions, qu'il allait se passer ça. Et donc, évidemment, face à cette nouvelle donne, et je réagis par rapport à ce que vient de dire le commissaire, il me semble que cette nouvelle donne impose aussi de rechallenger ce que sont les projets nationaux, ce qu'est le projet national stratégique, pour pouvoir faire en sorte qu'on réponde à la problématique que nous avons devant nous et dont le président de la République nous a dit samedi matin lors de l'inauguration de ce salon que ça allait durer et que ça allait profondément changer notre manière d'envisager nos relations politiques et géostratégiques. Et donc cette nouvelle donne, il faut bien qu'on l'adresse. Pierre Pagès, est-ce qu'on n'a pas été formidablement naïf ces dernières années en pensant que finalement on vivait dans une sorte de monde des bisounours où tout allait bien et on n'a pas laissé un peu faire? Je ne sais pas si on a laissé faire, en tout cas on a certainement trop mis le focus sur les enjeux environnementaux qui sont des enjeux clés. L'adaptation de nos modes de production, l'enjeu climatique sont vraiment des enjeux essentiels qu'on doit adresser. On avait juste un peu oublié que l'alimentation est aussi un enjeu fondamental et la crise qui vient de démarrer la semaine dernière nous rappelle brutalement qu'on ne peut pas abandonner l'alimentation et qu'il faut qu'on reste également très mobilisé au niveau européen pour assurer cette problématique alimentaire. Philippe Duclos, vous qui avez une vision globale de la question, vous diriez qu'aujourd'hui on a quand même laissé des pans entiers de notre puissance agricole et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elle nous manque un peu. Alors on peut faire ce diagnostic-là, mais je crois qu'on peut souligner qu'en tout cas au niveau du ministère de l'Agriculture, ça fait bien longtemps qu'on a identifié quels étaient nos points de fragilité, en particulier nos points à l'importation. Il y a quelques années, le président de la République a eu l'intuition que nous devions lancer une stratégie sur les protéines végétales pour réduire notre dépendance aux importations aux matières riches en protéines. Alors à l'époque, quand on a commencé à travailler cette stratégie, on avait plutôt en tête nos importations en provenance des pays du Nouveau Monde, d'Amérique latine en particulier, et par exemple les importations de soja OGM. Il se trouve que finalement cette stratégie protéines végétales, elle prend tout son sens dans la crise ukrainienne actuelle, puisqu'on se rend compte que l'Ukraine est aussi un fournisseur majeur en protéines végétales. Et donc cette ambition qui s'incarne à travers le plan stratégique national de regagner des points de souveraineté sur les matières riches en protéines prend tout son sens dans le contexte actuel. Jean-Baptiste Moreau, moi je voudrais votre avis sur les grands objectifs, les grands objectifs environnementaux qui étaient les objectifs en temps de paix, on va dire entre guillemets, de réduction des intrants, de 25% de terres bio en Europe. Aujourd'hui, est-ce que ça, c'est les objectifs qui restent valables ou est-ce que il y a d'autres priorités qu'on va devoir peut-être penser d'abord à produire? Je l'ai déjà dit tout à l'heure, les objectifs peuvent être louables, mais après il faut tenir compte du réel et être relativement pragmatique. Sur les 25% de bio,
Déjà, il faut voir d'où partent chacun des pays, parce qu'il faudrait déjà envisager une harmonisation européenne à ce niveau-là, parce que sur les produits phytosanitaires, par exemple, on n'est pas du tout au même point de départ dans l'utilisation des produits. Il y a déjà eu des plans éco-phyto en France, il y a déjà eu des efforts de fait. Dans d'autres pays, il n'y a pas eu ces efforts de fait. Donc, on a vu d'ailleurs à une certaine époque des producteurs qui allaient se fournir dans d'autres pays de l'Union européenne où certains produits étaient autorisés. Voilà, et au-delà de ça, on a un marché commun où vous avez un certain nombre de produits qui sont interdits aux producteurs français, qui sont autorisés aux producteurs polonais ou aux producteurs roumains. Donc par rapport à ça, il faut déjà une harmonisation à ce niveau-là, de donner des objectifs communs et louables. Mais si on parle de pourcentage de réduction, il faut prendre en compte l'état de départ, c'est-à-dire d'où partent chacun des pays, parce que tous les pays ne partent pas du même endroit. Donc voilà, et sur le bio, moi je suis plus partisan d'une politique pragmatique. On voit bien sur le bio aujourd'hui, on a certaines productions où on n'est pas à 25% et pourtant on est déjà en surproduction. Alors peut-être faut-il stimuler la demande, c'est possible, mais n'empêche qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre de produits bio qui sont en train de chuter au niveau des cours parce qu'on est en situation de surproduction. Donc il faut éviter de refaire ce qu'on a fait en conventionnel dans l'agriculture biologique, à savoir de produire sans se préoccuper de savoir s'il y a un marché pour la production. Donc là-dessus, il faut qu'on soit le 25%. C'est peut-être un objectif qui est atteignable et souhaitable sur certaines productions, peut-être pas sur toutes. Voilà, ça dépend du marché. Bernard Ader, vous qui suivez ces discussions au niveau européen, qui êtes souvent dans les sphères européennes, au COPAC, au GK, est-ce que vous diriez que tous nos partenaires parlent de la même voix? Quand je parle de nos partenaires, je parle de nos partenaires agriculteurs notamment. On est une Europe à plusieurs, donc il y a plusieurs voix qui parlent et évidemment vous imaginez l'hétérogénéité de tout ce que peut être cette agriculture et c'est bien aussi dans un certain sens que nous soyons, qu'il y ait toute cette diversité. Sur le côté, au nom du COGECA, sur le côté des indicateurs qui sont donnés, ces indicateurs, ils sont ce qu'ils sont. Ce sont des objectifs vers lesquels on va tendre. Plus ou moins, les pays sont plus ou moins favorables, mais globalement, cette envie de faire mieux pour les concitoyens est assez présente. Mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui, depuis 4 jours ou 5 jours, c'est vraiment la reprise en considération de ce côté arme alimentaire de l'alimentation, qui est quelque chose de prégnant. Et ça, c'est très important. Et là, la prise de conscience est assez uniforme de ce côté-là. Arnaud, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, notre péché originel à nous Français, c'est qu'on veut toujours être les meilleurs élèves de la classe? Vous savez un petit peu celui qui se levait à chaque fois pour répondre aux questions du maître, et nous, on veut toujours être plus blanc que blanc? Celui qui énerve ses petits copains. C'est clair. Eh bien, écoutez, je ne sais pas en tous les cas. Est-ce que vous énervez vos petits copains européens? En tous les cas, on a conscience que pour qu'on agisse ensemble, il ne faut pas qu'on les énerve. Et même si l'agriculture française, c'est la première agriculture européenne, et que peut-être on peut montrer la direction, on a de toute façon intérêt à regarder ce qui se passe autour de nous. Moi, je voudrais quand même dire un mot sur finalement quelle est la nouvelle donne européenne au regard de ce qui vient de se passer. Et on parlait de plan stratégique national. Il y a, alors c'est un peu complexe, mais il y a un élément de bonnes conditions agro-environnementales qui est imposé, qui est le fait de mettre 4% des terres européennes en jachère. Il faut le dire comme ça. Et ça a été impacté. Aujourd'hui, on l'a dit, nouvelle donne, nous sommes en guerre. Je reprends les propos du président de la République. Et en temps de guerre, il faut revenir à des principes fondamentaux. Et donc, un des éléments que je n'ai pas entendu dans la bouche du commissaire, c'est cette capacité à se dire, on est dans un contexte particulier, on a des grands enjeux qui demeurent, c'est les enjeux environnementaux, changement climatique, perte de biodiversité, mais on a un impérieux besoin de produire. Et dans ces conditions, renoncer à la production de 4% des terres européennes est une folie. Et donc, on espère justement que la France, sans être donneuse de leçons, va être capable très rapidement à Bruxelles de remettre sur le métier ce challenge, à la fois l'environnement, mais également la production. Philippe Duclos, c'est vrai que ça n'a pas de sens, ça, de prôner des jachères, alors que justement, on a besoin d'un maximum de terre. Alors c'est une règle qui existe déjà dans la PAC actuelle et qui trouve son prolongement effectivement dans la future PAC qui rentrera en vigueur en 2023.
c'est difficile de décrire ça comme une forme d'obligation. En réalité, il y a un choix qui est laissé à l'agriculteur pour atteindre un certain nombre d'objectifs environnementaux, et le fait de mettre ces terres en jachère sur une partie de sa surface est une des options ouvertes aux agriculteurs. Mais c'est vrai que dès lors qu'il fait ce choix de mettre ces terres en jachère, les règles européennes imposent qu'il n'y ait pas de production de biens alimentaires sur ces terres. Donc ça, c'est effectivement un sujet qui peut être mis sur la table. Le ministre Julien de Normandie, en tant que président du Conseil des ministres de l'Agriculture, a souhaité réunir demain l'ensemble de ses homologues avec le commissaire européen pour parler justement de la réponse européenne à apporter ensemble aux défis que nous pose la crise ukrainienne. Et donc, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, il faudra mettre sur la table, effectivement, du côté de la Commission européenne, des propositions qui permettent de répondre à la hauteur du défi. Pardonnez cette question qui peut vous paraître naïve, mais ça peut se faire dans l'urgence. Parce qu'on connaît les processus de décision européens, c'est souvent très long. On a à la fois des réunions de commissaires, on a des réunions, après on passe aux États membres. Ça prend un temps fou. Là l'urgence, elle est à nos portes, quoi. En fait, l'expérience de la crise Covid montre que quand il y a une volonté politique du côté de la Commission, il est possible d'agir vite au niveau européen. La Commission a adopté des règles exceptionnelles, par exemple sur les aides d'État dans le cadre de la crise Covid, dans un pas de temps très rapide. On voit aussi qu'elle a pris tout récemment la décision de financer des livraisons d'armes à l'Ukraine, ce qui est du jamais vu. Donc on voit bien que quand il y a une volonté politique de faire bouger les lignes à Bruxelles, c'est possible. Encore faut-il bien sûr que le commissaire s'en saisisse. Jean-Baptiste Moreau, je vous voyais un peu, je vous sentais perplexe sur ce coup-là. Vous y croyez, vous, à cette rapidité de l'Europe, peut-être initiée par la France, et profitons d'ailleurs du fait que la France est à la tête de l'Union européenne pendant quelques mois. Non, je suis tout sauf perplexe, je suis tout à fait d'accord avec ce que monsieur a dit. Quand il y a une vraie volonté politique de le faire, ça avance, et j'ai aucun doute sur la volonté politique du ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, pour faire avancer le sujet. Non, j'ai absolument aucun doute sur le fait que ça va se faire très vite. Alors, il y a aussi une question dont on a parlé tout à l'heure avec le commissaire européen à l'agriculture, c'est la place de la recherche. C'est vrai que c'est une chose importante, ça, pour l'avenir. Parce qu'on dit il faut produire. On a les objectifs en termes de réduction d'intrants, de terres bio. Ça suppose d'avoir une recherche forte. Pierre Pagès, est-ce que vous avez le sentiment que là, c'est aussi dans les tuyaux, quoi? Ouais, j'étais assez content d'entendre le commissaire parler d'innovation, mais on va reprendre les propos du début de notre table ronde. On est toujours dans les intentions, en fait. Et si on prend l'exemple des semences, on est ici dans l'interprofession des semences. On a des outils pour faire face, ou en tout cas pour amener des éléments de réponse sur le changement climatique, sur la résistance à des bioagresseurs. Mais en maintenant la productivité, on est capable de donner des outils pour produire mieux et pour produire plus. Encore faut-il que la réglementation européenne, on est en train de réviser les directives semences au niveau européen. Encore faut-il que les directives nous permettent de mettre en place un cadre juridique qui nous permet d'utiliser ces technologies pour être plus efficaces à travers l'innovation dans la création de variétés qui s'adaptent à ces milieux-là, à ces enjeux-là. Jean-Baptiste Moreau. Oui, sur ce sujet-là, le président de la République a présenté les ambitions de France 2030 il y a quelques mois, où l'agriculture occupe une place à part entière dans cette vision de France 2030, avec une volonté sur l'innovation et la recherche, une volonté forte, avec des budgets assortis sur principalement 3 angles. Je l'ai dit tout à l'heure, robotique, mécanique et aussi génétique, donc avec les nouvelles biotechnologies végétales notamment. On a besoin de mobiliser une recherche importante. On est à l'aube d'une 3e révolution agricole qui doit prendre en compte les défis climatiques et les défis de protection de l'environnement, tout en conservant sa compétitivité et sa production. Donc on a vraiment besoin d'une mobilisation importante de la recherche. Il y a besoin de fonds importants, et il y a aussi besoin effectivement que l'Europe évolue sur un certain nombre de choses et sur l'accompagnement de la recherche. Et on a besoin de mobiliser aussi une recherche européenne sur cette question-là. Mais est-ce que ça ne va pas se heurter à l'acceptabilité de l'opinion publique? Parce que c'est vrai que, on se souvient d'il y a quelques années, les OGM, refus catégorique de la société. Aujourd'hui, les NBT, et on l'a vu au Salon de l'Agriculture, il y a eu quelques manifestations depuis le début en disant les NBT, c'est des OGM cachés. Oui, c'est les mêmes qui ont fait abandonner le nucléaire en Allemagne. Hein. Donc voilà, leur vision à long terme, j'ai quelques doutes sur leur aptitude à juger ce qui est bon ou pas pour un pays. Donc là-dessus, pour être tout à fait clair, il faut promouvoir remettre la science au milieu du village, et pas l'église, et bien expliquer, et je pense que sur les NBT, on a des capacités d'explication. C'est pas des OGM, c'est une technologie différente qui peut permettre d'adapter au stress hydrique, aux diminutions des besoins en eau des plantes et à un certain nombre de défis qui sont devant nous au niveau environnemental.
Pierre Pagès, les NBT pour vous, ce sera le nouveau challenge, le challenge de l'acceptabilité. L'acceptabilité, elle est importante. C'est à nous de prouver qu'on amène aussi des solutions. Mais je reprendrai l'exemple en 2020 d'un collectif d'élus verts allemands qui ont publié une tribune où ils expliquent que pour faire face au changement climatique notamment, on aura besoin de toutes les innovations, de toutes les technologies et notamment des technologies de la génétique. Donc je crois qu'il ne devrait plus y avoir de débat autour de ça. C'est des outils dont on a besoin et qui sont un accélérateur pour amener des solutions. Alors moi, il y a une question que je voudrais vous poser à tous les 5. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en ce moment, l'agriculture qui a été longtemps décriée par ceux dont parlait Jean-Baptiste Moreau à l'instant, l'agriculture est en train de redevenir particulièrement importante. Elle l'a été pendant la crise Covid parce qu'on a découvert que les agriculteurs finalement faisaient partie de ces métiers de première ligne. Et aujourd'hui, avec la crise en Ukraine, on est aussi en train de se rendre compte que vous avez un rôle formidable à jouer. Bernard Adair. L'agriculture a toujours été importante, hein, sauf qu'on ne s'en préoccupait pas, sauf qu'on ne le voyait pas. Ce sont des actes qu'on faisait et que personne ne voyait. On s'alimente tous les jours et on ne se préoccupait pas de notre agriculture. Je crois que c'est ça la différence. Aujourd'hui, on la redécouvre importante. Et on la redécouvre avec ce pouvoir de pouvoir nous guérir, de pouvoir guérir la planète, de pouvoir faire plein de choses. C'est ça qu'on redécouvre, je pense. Jean-Baptiste Moreau, même chose. On redécouvre un peu des techniques oubliées, des professions oubliées. Quand on est agriculteur, on ne redécouvre pas, on le sait. Bien sûr, mais le grand public... Le président de la République l'a réaffirmé samedi, la première mission d'un agriculteur, c'est de nourrir ses concitoyens. C'est la mission cardinale et c'est la première des missions. Alors parfois, peut-être certains s'en sont éloignés parce qu'on est aussi des générations qui n'avons pas connu la faim, qui n'avons pas connu les pénuries, on n'a pas connu les tickets de rationnement comme l'ont pu le connaître nos parents parfois et nos grands-parents. Donc oui, on a perdu cette idée que demain, ça pouvait revenir, que l'agriculture, elle n'était pas souveraine, elle n'était pas en capacité de produire pour toute la population ad vitam aeternam, que si on lui imposait trop de contraintes, au bout d'un moment, la productivité diminuant, on pouvait se retrouver en situation de pénurie. Et je pense que c'est ça qui est en train de reprendre corps dans la société, et c'est à nous, politiques, et à nous, responsables professionnels, de bien expliquer aux consommateurs que c'est un vrai enjeu, la souveraineté alimentaire, et que dans des temps d'incertitude géopolitique, ça peut être extrêmement dramatique de dépendre d'autres pays sur l'alimentation comme on en dépend aujourd'hui sur l'énergie. Arnaud Rousseau, une bonne occasion pour remettre les agriculteurs sur le devant de la scène? Alors, évidemment, une bonne occasion dans un contexte pour le moins dramatique. Moi, ce que je retiens, c'est que dès que ça devient difficile, vous avez parlé de la pandémie, la guerre, tout le monde se rend compte que finalement, des paysans, ça sert à quelque chose. Alors nous, on était évidemment convaincus depuis bien longtemps. Si au moins ces épisodes dramatiques, parce qu'on oublie rapidement la pandémie et puis tout le monde a retiré son masque maintenant, mais enfin, à quel prix et combien de morts? Ce qui est en train de se passer, la guerre en Europe, c'est absolument dramatique. Et tout d'un coup, dès que c'est dramatique, les points d'appui, c'est les agriculteurs, entre autres. Et ça, nous, on en était convaincus. Que ça apparaisse au grand jour, c'est important. Maintenant, attention aux effets de mode. Il faut qu'on inscrive ça dans la durée et qu'on fasse loin. Ça a été dit, on a un sujet de renouvellement des générations. Il faut maintenant qu'on ait une vision qui soit claire, qui s'inscrive dans la durée et qui nous permette ensemble de relever ce challenge. Philippe Duclos, ça va être une formidable occasion aussi, notamment pour les pouvoirs publics, de réaffirmer la place de la France. Parce que c'est vrai qu'avec les gouvernements, et pas uniquement celui-ci, mais quand on vend 50 Airbus, c'est la fête à la maison, tout le monde en parle, on en parle pendant des jours et des jours. Quand l'agriculture est performante dans les secteurs, on n'en parle quasiment jamais. Alors je ne sais pas s'il faut présenter les choses comme ça, parce que, en tout cas, au ministère de l'Agriculture, on est très conscient que les exportations françaises en agroalimentaire sont en général supérieures aux exportations dans le secteur aéronautique. Donc on n'a aucun complexe vis-à-vis de l'ensemble des secteurs économiques à avoir. Mais pour abonder un peu dans le sens des personnes qui sont exprimées avant moi, je crois que les Français ont toujours eu un attachement très affectif à l'agriculture et à leurs agriculteurs, qui est lié à l'histoire, à leurs racines familiales. Et je crois que ce qui change avec les successions de crises que l'on subit, que ce soit le Covid ou la crise ukrainienne actuelle, c'est que maintenant on va au-delà du regard affectif et qu'on porte un regard peut-être plus stratégique sur l'agriculture et qu'on se rend compte à quel point c'est vraiment un actif stratégique pour le pays, au plan économique bien sûr, même en termes d'indépendance, de souveraineté. Et donc j'abonderai aussi dans le sens de ce que disait Arnaud Rousseau. Bien sûr, il y a maintenant à inscrire cette vision dans la durée et à la faire partager dans la durée à nos concitoyens.
Et d'ailleurs, vous êtes non pas à armes égales, mais en tout cas à temps de parole égale. Pierre Pagès, vous étiez au Quai d'Orsay ces dernières heures, à côté des capitaines d'industrie. Donc l'agriculture compte véritablement dans cette affaire. Oui, on est un secteur au milieu des autres et qui est aussi percuté brutalement par la crise en Ukraine. Mais je crois que on est un secteur d'excellence, on est le premier exportateur mondial de semences, on a 1 milliard d'euros d'excédent de balance commerciale, mais c'est très fragile tout ça. On voit bien que la crise ukrainienne actuelle va nous mettre en difficulté par rapport à ça, et on a besoin des pouvoirs publics, qu'ils soient français ou européens, qui nous aident et qui nous accompagnent dans cette période-là pour qu'on ait une réglementation, non pas qui nous mette en difficulté, mais qui nous aide à conserver ses positions et à être dynamique par rapport à ces filières qui, encore une fois, sont des filières d'excellence. Alors, une dernière question, la plus générale, plus philosophique. L'avenir de l'agriculture française, vous le voyez comment? Bernard Ader, tout d'abord. Moi, je veux un très très bel avenir à partir du moment où on va comprendre tous les challenges que nous avons et qu'on va s'y inscrire dedans. On a un très bel avenir. Jean-Baptiste Moreau. Non, mais son avenir, c'est de la continuité, c'est de continuer à alimenter sainement nos concitoyens et l'Europe et un certain nombre de pays qui aujourd'hui n'ont pas les capacités de produire et qui les auront encore moins avec le changement climatique. Donc sa capacité, sa vocation économique est première et principale. Et puis après, c'est aussi sa vocation d'aménagement des territoires et des territoires ruraux. Parce que, voilà, sans agriculture, des territoires comme le mien, comme la Creuse, il n'y a plus rien. Donc voilà, c'est un facteur d'aménagement du territoire, mais pas seulement, d'entretien des paysages, mais pas seulement. Le premier rôle de l'agriculture, c'est de nourrir les populations, et son premier rôle est économique. Arnaud Rousseau. Écoutez, l'agriculture, c'est de la nourriture, l'agriculture, c'est de l'énergie, l'agriculture, c'est de l'aménagement du territoire. Donc l'agriculture, c'est l'avenir de l'homme. Philippe Duclos. L'agriculture française, sa force vient aussi de sa diversité. Avec des modèles très différents entre l'agriculture conventionnelle, l'agriculture biologique dont on a parlé tout à l'heure, les signes de qualité. Et finalement, c'est sur ces différents segments que se construit la force de notre secteur agricole. Alors l'enjeu pour nous, c'est bien sûr de continuer à répondre à la demande, parce qu'in fine, c'est la demande du consommateur qui tire l'offre et qui tire l'agriculture dans une logique de transition. Mais dès lors qu'on répond à la demande du consommateur et qu'on s'appuie sur nos acquis et sur nos atouts et sur la diversité de nos terroirs, je pense que notre agriculture a un très bel avenir devant elle. Pierre, on termine avec vous, avec peut-être un focus sur votre secteur, sur le secteur des semences. On le rappelle, la France, premier exportateur mondial de semences. On a des défis devant nous, enfin on les a tous rappelés, et on a une agriculture qui est prête et qui a tous les moyens de relever ces défis-là, que ce soit des défis environnementaux au sens large, des défis alimentaires. Il faut qu'on ait un cadre qui nous permette de relever ces défis. Et encore une fois, c'est le semencier que je suis rappelle à chaque fois que j'en ai l'occasion que l'innovation est vraiment le cœur, l'outil majeur qui nous permettra de les relever. Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt ici sur le plateau de Village Semences pour un nouveau grand débat consacré au devenir de l'agriculture française et européenne. À bientôt.